Cette semaine dans Afrique, nous irons sur l'une des routes les plus dangereuses du monde, l'autoroute qui relie la capitale ougandaise aux pays voisins. Nous nous rendrons ensuite en Tunisie, menacée par une crise de la soif à cause du manque de pluie. Enfin, nous monterons à bord d'une salle informatique ambulante destinée à enseigner la programmation informatique à des enfants malgaches. Mais d'abord, les titres de l'actualité. Des sociétés suisses ont été accusées jeudi d'exporter en Afrique des carburants très toxiques. Angola, Bénin, Congo, Ghana, Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal et Zambie sont les 8 pays particulièrement concernés. Au terme de 3 ans d'enquête, l'ONG Public Eye a conclu que ces sociétés profitaient des législations peu contraignantes du continent pour y vendre des carburants frelatés. En prélevant des échantillons à la pompe, Public Eye a découvert 300 fois plus de soufre que la teneur autorisée en Europe. Des associations environnementales estiment que la pollution de l'air liée au trafic routier causera 3 fois plus de décès prématurés en Afrique que dans toute l'Europe, les États-Unis et le Japon réunis d'ici 2030. Le programme de rapatriement des réfugiés somaliens ne respecte pas les normes internationales. Selon Human Rights Watch, le gouvernement kényan joue sur la peur et la désinformation pour renvoyer les Somaliens du camp de Dadaab au nord-ouest du Kenya. Les autorités kenyanes avaient annoncé en mai leur intention de fermer le plus grand camp du monde d'ici novembre. Selon elles, Dadaab serait un sanctuaire des chebabs somaliens. Des accusations rejetées par les réfugiés qui se disent eux-mêmes les cibles des insurgés islamistes. Craignant d'être expulsés de force, de nombreux Somaliens auraient accepté le principe d'un retour dans leur pays sans savoir ce qui les attend vraiment. Un séisme d'une magnitude de 5,7 sur l'échelle de Richter a frappé le nord-ouest de la Tanzanie samedi dernier. Bilan, au moins 16 morts et plus de 250 blessés. Des dégâts matériels ont été déplorés jusqu'en Ouganda. La secousse a également été ressentie au Rwanda, au Burundi et au Kenya. Bosco Ntaganda est prêt à mourir. L'ancien chef de guerre congolais accuse la Cour pénale internationale de ne pas lui accorder un procès équitable. Mercredi, il a de nouveau refusé de comparaître à son procès pour crime contre l'humanité alors qu'il entamait le 7e jour d'une grève de la faim. Bosco Ntaganda a demandé à ses avocats d'arrêter de le représenter en son absence, mais la Cour a ordonné que le procès se poursuive malgré tout. Bosco Ntaganda aurait joué un rôle central avec ses troupes dans les violences ethniques et les attaques menées contre les civils en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, entre 2002 et 2003. 93 jours, c'est le temps qui s'est écoulé entre l'arrivée au Nigeria d'un diplomate libérien atteint d'Ebola et la levée de l'état d'urgence. C'est aussi le titre du blockbuster de Nollywood qui a fait son avant-première mardi à Lagos, au Nigeria. Réalisé par Steve Gukas et écrit par le Sud-Africain Paul Rolston, ce film raconte le combat du personnel médical du First Consultant Hospital où a été admis le diplomate libérien et sa détermination à contenir le virus. Peu convaincus par le programme de prévention routière du gouvernement, certains Ougandais ont décidé de s'en remettre à Dieu pour bénir l'autoroute la plus dangereuse du pays. C'est une des routes les plus dangereuses au monde. Plus de 200 personnes sont mortes cette année. L'autoroute de 130 km relie Kampala, la capitale ougandaise, au Rwanda, à la Tanzanie et à la République démocratique du Congo. La cause principale des accidents, le mauvais comportement des conducteurs. Le mois dernier, 21 personnes sont décédées dans un seul accident sur le district de Mpigi. J'étais en train de conduire avec ma femme et mon enfant de 7 ans quand l'accident a eu lieu. Ma femme est décédée sur le coup. Notre enfant vit maintenant avec de la famille. Il est toujours blessé et a besoin de traitement. Malheureusement, je ne peux pas aider puisque je suis toujours en convalescence et j'ai perdu mon travail à cause de cet accident. Je ne peux toujours pas marcher correctement à cause de mes blessures. Pour tenter de diminuer le nombre d'accidents, la police a lancé une opération appelée Fika Salama, c'est-à-dire arrivée indemne. Depuis le 1er août, des contrôles sont effectués régulièrement. Vérification des permis de conduire, contrôle de vitesse et surtout une tolérance zéro face à la corruption. Mais pour les Ougandais, ce n'est pas suffisant. Le gouvernement doit trouver des solutions durables. La cause principale des accidents sont les conducteurs imprudents et la conduite dangereuse, et les personnes qui n'ont aucun sens des responsabilités. Le gouvernement doit mettre en place un système pour éduquer les conducteurs et faire de la prévention. De peur de mourir chaque jour sur cette route, certaines personnes se sont résolues à se tourner vers Dieu. Le pasteur Medad Birungi est à la tête d'un groupe de chrétiens qui marchent le long de la route pour la bénir. Pour lui, les accidents sont dus à une présence surnaturelle.
Nous pensons qu'il y a eu beaucoup de sorcellerie et de sacrifices. Une alliance avec les puissances démoniaques a été mise en place pour que chaque mois, des personnes meurent et pour que le sang coule. Avec la saison des pluies qui approche, la course contre la montre est lancée pour le gouvernement s'il veut éviter un nombre record de victimes sur cette route. La Tunisie est à sec. Il a très peu plu cette année dans ce pays coincé entre climat méditerranéen et désertique. Le mois dernier, le ministère de l'Agriculture a averti que la situation pourrait devenir catastrophique sans pluie avant la fin de l'été. Nous devons acheter un réservoir d'eau à 30 dinars pour nous et nos animaux. Nous avons envoyé des demandes au gouvernement, resté sans réponse. Tout ce que nous pouvons faire, c'est attendre la pluie, si Dieu le veut. Cette année, les précipitations ont chuté de 30%, l'une des pires années dans l'histoire. Des sécheresses successives ont coûté plus de 800 millions d'euros à l'agriculture en 2016, d'après le principal syndicat agricole. Nous attendons la pluie, sinon l'agriculture va être affectée négativement. Il y aura aussi un impact sur les investisseurs dans les pépinières, et en particulier dans les plantations qui nécessitent beaucoup d'eau. La pluie est de loin le premier apport en eau de la Tunisie, mais le changement climatique a de graves conséquences. En un an, les ressources du barrage de Sidi Salem sont passées de 414 mètres cubes à moins de la moitié. Il nous reste encore un mois de consommation avant d'atteindre les réserves stratégiques. En d'autres mots, s'il n'y a pas de pluie avant la fin septembre et qu'on n'a pas d'autre apport en eau, nous devrons utiliser les réserves stratégiques. Et c'est une situation très dangereuse. Le nouveau gouvernement tunisien assure que plusieurs projets de construction de barrages bloqués depuis la révolution de 2011 ont repris. Mais seule la pluie peut aider à remplir ceux déjà existants ainsi que les réserves souterraines. Impuissant face au ciel capricieux, le ministère des Affaires religieuses a donc appelé les Tunisiens à prier pour la pluie. Deux fois par semaine, ce bus américain traverse Antananarive, la capitale malgache, sans passagers. Le voyage commence à destination, une mairie où le bus se transforme en salle informatique. Les élèves explorent le monde numérique et en une douzaine de séances, ils ont réussi à créer un jeu vidéo. Le ballon doit toucher le bâton pour avoir des scores. Et si le ballon reste très longtemps sur le bâton, le score augmente. Mais si ça reste pas trop longtemps, le score monte, mais juste un peu. Depuis un an, ces bénévoles enseignent les bases de la programmation informatique à des enfants. Le logiciel d'apprentissage est gratuit et de grandes entreprises ont donné les équipements. Pour le responsable du programme, savoir coder est devenu un atout indispensable. Ils pourront devenir des ingénieurs ou sinon il y a beaucoup d'autres métiers qui se créent presque tous les ans du côté des nouvelles technologies. Donc ils peuvent vraiment te prendre aussi à créer un start-up qui va résoudre tel ou tel problème. Ils peuvent aussi avec ça faire comme nous, vraiment faire la sensibilisation, apprendre aux autres comment c'est coder. Trouver du travail dans la programmation, c'est le rêve de Tine qui passe déjà plusieurs heures par semaine sur Internet. Je n'ai pas d'ordinateur à la maison, mais je vais au cybercafé 2 fois par semaine. Je vais sur Internet, Facebook et je joue à Need for Speed. Quand je serai grande, j'aimerais créer quelque chose, créer des jeux vidéo, des dessins animés et aussi avoir un ordinateur. 500 enfants de 5 quartiers de la capitale ont pu suivre cette formation gratuite de 3 semaines. À terme, les bénévoles souhaitent que l'éducation nationale intègre l'apprentissage du code dans les programmes, comme c'est déjà le cas dans de nombreux pays. La semaine prochaine, nous irons en Guinée-Bissau, où a été inauguré un mémorial de l'esclavage et de la traite négrière en juillet. À la semaine prochaine.